on va avoir dans le jeu vidéo une obligation légale de déposer systématiquement les productions physiques et numériques. C'est une obligation qui va concerner les éditeurs ou alors les producteurs français ou qui ont une filiale en France. Donc, cette obligation étant tout de même conséquente et importante pour notre industrie, je tenais à remercier Laurent Duplouy, qui est chef du service multimédia au département audiovisuel à la direction des collections de la BNF, donc qui est un peu notre spécialiste concernant le dépôt légal, et donc qui va présenter pendant 1 heure cette obligation. Et comme le disait Raphaël, il y a le chat qui est ouvert, donc il y a une session de questions-réponses à laquelle Laurent sera ravi de participer avec vous, et évidemment le replay, si ensuite vous souhaitez partager ça à certains membres de vos équipes. Donc je vous remercie de votre participation et je donne la parole maintenant à Laurent pour commencer cette présentation. Bon webinaire à tous et toutes. Merci Vanessa. Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement ravi et content de pouvoir vous présenter le dispositif du dépôt légal, qui a des nouveautés prochaines. Donc, avec on reviendra une mise en œuvre probable à partir du 1er janvier 2026. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Ce temps est là justement pour que nous puissions échanger. Quelques mots sur le dépôt légal que j'imagine que vous connaissez. Alors c'est même antérieur aux dates que je peux mettre là, puisqu'il date de 1537, François Ier, donc le dépôt légal qui à l'époque est royal. Et il concerne les imprimés diffusés, publiés sur le royaume à l'époque. Mais plus proche de nous, voilà, le dépôt légal s'est enrichi des nouveaux médias au fur et à mesure qu'ils sont apparus. Alors, vous le voyez avec les dates, il y a un décalage de parfois 10 ans, 15 ans entre le moment où un nouveau média apparaît et le moment où il est concerné par le dépôt légal. Et c'est lié à ce processus de patrimonialisation dans lequel aussi nous sommes. Donc, le dépôt légal des jeux vidéo, il remonte à plus de 30 ans maintenant, puisqu'il était dès 1992, avec le décret d'application qui est paru en 1993, était déjà concerné les documents multimédia sur support, qui incluait les logiciels, les bases de données, mais aussi déjà les jeux vidéo. Avec la loi d'AFSI, alors la loi d'AFSI, c'est le droit d'auteur, droit voisin dans la société de l'information, a permis d'introduire les contenus en ligne et les contenus dématérialisés. Et peut-être probablement, dans ce cadre-là, nos équipes vous ont contacté pour vous demander de faire le dépôt de soit de vos supports, soit déjà de vos jeux dématérialisés. Mais on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui méritait d'être clarifié pour vraiment faire en sorte que le dépôt légal englobe aussi les productions numériques, les productions dématérialisées. C'est ce que cherché à faire la loi Darcos, qui est parue le 30 décembre 2021. Je suis obligé de revenir un peu sur toutes ces notions juridiques et réglementaires, qui va trouver un décret d'application sur lequel nous travaillons actuellement, et c'est l'objet des échanges qu'on a avec le SNJV et puis aussi le CEL. J'ai cru voir les collègues du CEL qui sont parmi nous, à élaborer un décret d'application qui nous permette de trouver le moyen de le mettre en œuvre de manière satisfaisante pour tous, à la fois pour que nous puissions, en tant qu'opérateur de dépôt légal, assurer notre mission et faire en sorte que les éditeurs et les développeurs, les studios
soit en capacité de le faire aussi également. Laurent, pardon, je t'interromps, mais si tu avais une présentation, là pour l'instant, nous, on n'a pas d'écran partagé. Donc, Ah, bah oui, alors. dire avant la Si fin. je ne clique pas sur partage, Ça va être compliqué. Après, on peut ça t'écouter, va mais être je sais que tu as une compliqué. presse, donc allons-y. Alors, je suis parti un peu tambour battant en oubliant. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est Donc, on est au parfait. tout début là, c'était l'image d'introduction. Merci. Que si je peux durer longtemps comme ça. Et l'image à laquelle je faisais référence à l'instant. Donc, qui est concerné en premier lieu, les éditeurs, hein, puisque c'est plutôt eux, dans la loi du dépôt légal, que ce soit pour le jeu vidéo ou pour l'ensemble des secteurs de production, ce sont les éditeurs. À défaut d'éditeur, ça peut être l'importateur. Alors, l'importateur dans le monde numérique, évidemment, c'est un peu compliqué. Donc, il est identifié importateur quand un éditeur a une représentation sur le territoire national, en une filiale. Et à défaut d'éditeur et d'importateur, le producteur, donc le studio de développement. Voilà. Et quels sont les jeux vidéo qui sont concernés? Tous les jeux vidéo qui sont mis à disposition d'un public. Alors, c'est vrai que c'est une exception assez large, hein, puisque, en fait, à partir du moment où on sort du cercle familial, finalement, même un festival devrait déposer les œuvres qu'il a mis à disposition à un public. C'est le cas, par exemple, pour nos collègues qui s'occupent de la vidéo, et ça devrait être le cas aussi pour ce qui nous concerne. Donc, pourquoi finalement on fait ce dépôt légal, hein? Quelle est la finalité du dépôt légal? La première finalité, hein, c'est de constituer une collection patrimoniale. Donc, pour nos chercheurs et pour les chercheurs de 10 ans, de dans 20 ans, de dans 50 ans, pour avoir dans les collections nationales une image de l'édition française, quels que soient ces médias, et en l'occurrence pour nous, une image de la production de l'édition vidéoludique. Nos missions, et ça peut vous intéresser, alors je ne pense pas que vous ayez besoin de la BNF pour faire publicité de vos titres, de vos œuvres, mais sachez que quand les documents rentrent à la BNF, ils sont référencés, puisque c'est une de nos missions, hein, c'est de les référencer, donc au catalogue général, catalogue qui est repris par l'ensemble des bibliothèques, d'autres bibliothèques qui utilisent notre référencement. Et puis, il est aussi référencé dans un service spécifique, hein, ça s'appelle la Bibliographie nationale, qui a une déclinaison de nouveautés qu'on appelle nouveautés éditeurs, où on fait des parutions, c'est un site internet, hein, donc régulières, permanentes, de toutes les nouveautés qui sont déposées au titre dépôt légal. Ensuite, nous conservons précieusement donc, dans nos emprises. Alors là, vous voyez une image de nos magasins. C'est notre métier de bibliothécaire que de ranger, coter, organiser, donc voilà, le savoir. Et puis, sur nos serveurs, on y reviendra sur des serveurs évidemment extrêmement sécurisés et sur du stockage froid. En fait, on stocke tous ces documents sur des bandes magnétiques. Et pourquoi faire ça? Eh bien, pour les communiquer, hein, puisque ça n'a pas de sens de conserver tous ces documents si nous ne les communiquons pas. C'est pareil, nous reviendrons sur ces missions. Est-ce que ça veut dire que communiquer à des lecteurs qui viennent dans les emprises de la BNF? Voilà, il n'y a pas de communication en dehors des emprises de la BNF, sauf pour les documents qui tombent dans le domaine public. Et généralement, à ce stade, ce n'est pas le cas pour vos productions. Alors pour nous, bon, j'imagine que pour vous aussi, hein, on adhère tous à cette idée que voilà,
le jeu vidéo est un patrimoine à part entière et que bon, là, finalement, je me répète un peu, mais ça permet de montrer la console Magnavox Odyssey pour laquelle on est très fiers d'en avoir un exemplaire. La possibilité aussi de valoriser dans les espaces de la BNF les documents qui sont aussi déposés. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, mais là, je lance aussi un appel. On est toujours prêt à participer, à valoriser des œuvres. On l'a fait à des moments. On a fait une exposition autour de Tolkien et on a fait une exposition en parallèle qui s'appelait Fantasy, qui a permis de parler un peu de l'héritage de Tolkien et de tous les titres. Et on a pu montrer des titres, notamment de jeux vidéo autour à cette occasion-là. Voilà, on a des espaces aussi qui nous permettent de montrer au public des œuvres. Et alors évidemment, ça se fait dans un cadre contractuel, hein, pour le strict respect des droits d'auteur, et puisque là on n'est pas dans le cadre du dépôt légal, mais en tout cas c'est des choses qu'on est toujours prêt à faire. Et d'ailleurs à ce titre on fait régulièrement, peut-être vous le savez, des rendez-vous du jeu vidéo où on invite des chercheurs à utiliser ce matériau, le jeu vidéo, autour d'une thématique. Alors ça a pu être voilà, la préhistoire pour les derniers, la période grecque, voilà, comment utiliser des jeux qui traitent de l'histoire dans le jeu vidéo, etc. Donc voilà, il y a un aspect valorisation qui pour nous est très important. Alors, le vif du sujet, puisqu'on est là pour ça, c'est ce que va apporter ce nouveau décret. Donc, je vous ai fait un résumé là. On s'est doté d'une définition du multimédia. Le multimédia, c'était jusqu'à présent, la loi parlait d'applications, de logiciels. Et là, on a cru important de vraiment définir ce que c'était que le multimédia, et que cette définition mentionne explicitement le jeu vidéo, ce qui permet d'asseoir dans la loi justement que le jeu vidéo fait partie du patrimoine national. Il rajoute la notion d'importateur numérique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc les documents, lorsqu'ils sont, quand il n'y a pas d'éditeur clairement identifié, mais que cet éditeur a une représentation, à une filiale établie en France, on peut faire appel à cet importateur, qui du coup devient importateur pour effectuer le dépôt légal. On a rajouté le fait d'avoir des documents d'accompagnement. Donc, ça va être du matériel qui est déjà généré, hein, qui est déjà existant. On ne demande pas évidemment du matériel qui n'existerait pas, mais pour nos chercheurs, c'est important d'avoir finalement le dossier de presse, le teaser du jeu, voilà, tous les documents qui ont servi à l'exploitation commerciale du jeu. C'est d'autant plus important qu'on sait que certains jeux ne seront pas, on viendra peut-être sur la question de comment on met à disposition les jeux aux lecteurs qui viennent les consulter, puisqu'il n'y a pas de connexion à Internet hein, quand on consulte les jeux. Ça exclut forcément toute une partie de l'expérience. On pense aux jeux massivement multijoueurs. Évidemment, ils sont pas. On ne pourra pas recréer l'expérience de jeu pour ce type de titre. Une chose importante qu'on a imaginé, c'est de pouvoir faire appel, que vous puissiez faire appel
à un tiers déposant. Donc là, en fait, le décret invite finalement les communautés, d'édition et de production à éventuellement s'organiser. Alors c'est le cas hein, sur le son. Le son, on a un tiers mandataire qui effectue le dépôt pour les labels. Alors c'est des grands labels, hein, c'est Warner, c'est Sony, c'est Universal. On travaille avec Memlon Believe, donc qui est un autre éditeur, qui assure le dépôt légal pour leur compte. Et ça, on pense que ça peut être un moyen pour vous de faciliter cette opération. Et d'ailleurs, du reste, il y a des candidats qui commencent à se positionner. Et il faut qu'on travaille sur cette question. C'est un peu trop tôt pour en parler. Mais ça pourrait être un moyen de faciliter ce dépôt légal. Et puis, pour qu'on puisse assurer notre mission, je l'ai gardé en dernier parce que je sais que c'est la partie un peu polémique, c'est d'obtenir un dépôt sans DRM. Donc pourquoi sans DRM? Parce qu'on sait très bien qu'avec les DRM, on ne sera pas en capacité dans les années à venir à continuer à communiquer ces documents. Il y a des moyens techniques peut-être existants hein, dans le futur, mais qui sont très improbables, pas forcément très crédibles, et donc ça obérerait complètement cette action si dans les années à venir, puisque une de nos missions, c'est de communiquer, on ne soit pas capable de communiquer ces titres à nos publics. On reviendra sur cette question parce que on sait que c'est forcément une difficulté pour vous et on essaye de trouver des solutions pour faire en sorte que ça soit le plus facilité possible. Alors justement, quelles sont ces pistes qui sont envisagées? Alors, on pense que pour le PC, de toute manière, pour toutes les versions, il y a toujours un moment une version sans DRM, hein, mais pour le PC, c'est tout simplement faire un build sans DRM avant de le publier. Comment dire, et l'important, je pense, c'est aussi ça, c'est pour ça que c'est très important qu'on échange, c'est que en fait, le dépôt légal finalement fasse partie un peu du processus de production, qui soit intégré au plus tôt, parce qu'on le voit bien quand on travaille avec des éditeurs ou des studios, au moment où on les contacte pour faire le dépôt légal, beaucoup sont de bonne volonté, mais on s'aperçoit qu'ils n'ont pas toujours les moyens de le faire parce que pour 1000 raisons, une partie d'équipe de développement et puis là où est sur un autre projet, n'a pas le temps d'y travailler. Enfin, alors que si ça avait été fait au moment où on fait le build final et on le publie sur une plateforme où on le livre à un éditeur, eh bien, ça aurait été peu coûteux de le faire à ce moment-là. En revanche, on travaille quand même sur le fait de se dire comment on pourrait faire pour que ça soit encore plus simple. Et là, on travaille sur le fait de récupérer donc les titres à partir des codes Steam. Donc ça, je sais que ça pourrait être un certain nombre de studios, d'entre vous, hein, publient sur cette plateforme. Donc à partir de ça, nous actuellement, et tant que ça sera le cas, eh bien, on pourra le faire. On sera en mesure donc de récupérer le titre et en assurer la conservation. Donc ça, je pense que c'est une mesure assez intéressante pour vous, parce que fournir un code Steam, je pense que c'est très facile à faire.
Après, pour tout l'univers mobile, il y a les APK, hein, alors c'est valable aussi pour la réalité virtuelle, hein, souvent il y a la réalité virtuelle, elles sont faites, produisent, sont faites pour des casques qui utilisent une couche Android, produisent des APK. Voilà, il est assez facile de produire un APK. Et pour les jeux strictement iOS, donc à ce moment-là, c'est pareil un peu pour Steam, on peut récupérer le titre à l'IPA à partir de codes de téléchargement. Pour les jeux pour console, donc c'est un petit peu plus complexe. En plus de ça, il y a, je sais, parfois des contrats d'exclusivité, voilà, qui lient des studios de développement et des éditeurs. Après, il faut travailler au cas par cas, hein, de toute manière. En tout cas, il reste possible toujours de générer des packages, hein, voilà, hein, avant de délivrer pour l'écosystème auquel il est destiné. Et une piste sur laquelle on pourrait aussi vraiment travailler, c'est d'avoir aussi des codes de téléchargement. Alors pour l'instant, c'est quelque chose qui est vraiment très hypothétique, et d'avoir l'assurance que les DRM d'activation seront toujours valables. Donc là, ce qui impliquerait pour nous donc d'avoir une connexion Internet, ce que nous ne faisons pas. Donc là, cette piste-là, elle est à mettre elle est hypothétique à ce stade. Voilà. Et pour ce qui concerne la sécurité, parce que je pense que c'est quelque chose de très très important, hein, si on doit recevoir des jeux sans DRM, évidemment la question du piratage s'invite dans l'équation. Alors cette question-là, on l'a pour tous les secteurs de production, hein. On l'a pour le son, on l'a pour la vidéo, on l'a évidemment pour les autres titres multimédia. Donc on a des mesures, évidemment, que vous imaginez, très strictes, hein, de sécurisation. Alors, bon, d'ailleurs, on invite tout le monde à venir sur place, échanger avec nous afin que nous vous montrions l'ensemble de nos mesures. Alors, évidemment, il y a toute une partie informatique, hein, avec des chaînes de livraison par FTP sécurisées. L'ensemble de nos chaînes de traitement sont évidemment sécurisées sur des postes avec, quand on fait le traitement, le catalogage, etc. Sur des postes sécurisés. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc, tous ces titres sont versés dans un coffre-fort numérique, hein, qu'on appelle SPAR, hein, qui est notre système de préservation pour l'ensemble des documents numériques qui y sont versés et qui est étanche. Alors après, c'est technique, hein, mais c'est des ensembles de réseaux qui font des couches qui font qu'il est étanche vis-à-vis de l'extérieur. Il n'y a pas d'accès direct, si ce n'est en interne de la BNF, et le stockage se fait sur bande, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors tout ça, et une partie de la sécurité joue aussi sur l'intégrité des données, hein, donc on fait des empreintes numériques, voilà, je ne sais pas si c'est des choses avec lesquelles vous êtes familière, mais de tout ce qui est déposé, et voilà. Alors on ne fait pas de chiffrage à proprement dit, mais voilà, on a ces systèmes de protection. Pour ce qui est de la mise à disposition donc au public, c'est pareil, en fait, les données sont déchargées sur un poste et donc utilisables
le temps de la consultation et sont ensuite effacés du poste en question. Comme je vous l'ai dit, actuellement, de par la loi, hein, de toute manière, la consultation elle se fait uniquement dans les emprises de la BNF et dans un espace dédié à nos chercheurs. Donc, pour pouvoir accéder à ces collections, on a besoin d'être accrédité, donc obtenir une carte chercheur. Alors, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux chercheurs, hein, donc qui ont un doctorat. Ça s'adresse aux étudiants de niveau master, éventuellement de niveau licence. Ça s'adresse aussi aux professionnels quand ils peuvent montrer qu'ils ont qu'ils ont à faire une recherche pour laquelle seule la BNF peut apporter des réponses, puisque on est une bibliothèque de dernier recours, c'est-à-dire que en fait, on invite généralement nos lecteurs à utiliser les autres bibliothèques publiques et venir nous voir s'ils ne trouvaient pas les titres ailleurs que chez nous. Tout ça pour protéger en fait finalement le patrimoine dont on a la garde. Les postes sur lesquels qui sont utilisés pour la consultation sont postes évidemment sécurisés, ils n'ont pas accès à Internet, ils n'ont pas de port USB, les contenus ne peuvent pas être copiés, ce qui embête d'ailleurs nos chercheurs, hein, puisque en fait, parfois, pour leur recherche, ils aimeraient bien pouvoir avoir des captures d'écran ou pouvoir capturer des séquences de jeux comme on le fait très habituellement ailleurs. Et malheureusement, ce n'est pas possible dans les conditions qui sont les nôtres des espaces de mise à consultation d'un espace de recherche. Calendrier de mise en œuvre, quand est-ce que tout ça va arriver? Alors, je vous l'ai dit, la partie législative, enfin la loi est parue le 30 décembre 2021. Maintenant, on a besoin de se doter de ce décret d'application sur lequel nous travaillons actuellement. Parution peut-être fin d'année pour une mise en œuvre au 1er janvier 2026, en tout cas au premier semestre du 2026. Ça va être l'occasion pour nous de faire la refonte. Alors, si certains d'entre vous ont déjà déposé, ce que j'espère, ce qui devrait être le cas, hein, mais au moins pour les documents sur support, connaissent l'ancienne interface. Donc, ça va être l'occasion pour nous de faire la refonte de ce service de dépôt légal, au sein duquel vous devez saisir un certain nombre de métadonnées, donc évidemment le titre, la date de parution, etc. D'ailleurs, à ce propos, nous travaillons au fait de pouvoir utiliser l'ISAN. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très, très répandu. Je sais que l'ISAN est assez répandu pour les films et les vidéos. On peut avoir un ISAN, c'est ce numéro d'identifiant unique qu'on peut attribuer à une œuvre, qui permet aussi de gérer des versions, différentes versions. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cette faculté. Et il y a un certain nombre de titres, c'est pas encore répandu, mais qui s'enregistrent dans la base d'ISAN, des titres de jeux vidéo, bien entendu. Sachez que si vous avez déjà enregistré vos métadonnées dans la base ISAN, eh bien, nous travaillons en fait de pouvoir les récupérer pour vous éviter une double saisie. Donc, c'est ce qu'on fait avec le portail du dépôt légal de l'image animée que nous avons construit avec le CNC. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez court parce que on tenait à laisser une place à une séquence d'échange, pour que je puisse répondre à vos questions, qui sont probablement nombreuses.
Je vois pas de questions dans le chat pour l'instant, mais n'hésitez pas, pour certaines, si vous n'avez pas accès à votre micro, à poser vos questions dans le chat écrit. Je pourrais les transmettre à l'oral sans problème. Bon, après, ça, c'est des informations que vous pourrez avoir. Je vais arrêter le partage, je le reprendrai si... Le partage est arrêté là? Oui. 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 Alors, je vois une question. Non, il n'y a pas de question. Alors, il y a François qui lève la main, mais d'abord, il y avait juste une question dans le chat. Bonjour, faudra-t-il déposer les jeux sortis avant le 1er janvier 2026? Est-ce qu'ils sont concernés par l'obligation? Alors, la loi n'est pas rétroactive. Donc, alors, les jeux sur support, oui. Mais vous avez la possibilité de le faire tout de même. Comme je vous ai dit, il y a déjà un dispositif existant avec la loi 2006 qui nous permet de demander le dépôt légal. Alors, d'ailleurs, du reste, quand on a construit, élaboré la loi d'Arcos, le Conseil d'État s'est questionné sur la pertinence d'avoir une nouvelle loi, puisque pour la compréhension des juristes du Conseil d'État, il n'était pas nécessaire d'avoir une nouvelle loi. Mais ça nous a semblé nécessaire justement pour inscrire dans la loi que les documents, et on a dressé la liste de tous les documents concernés par le dépôt légal, et on y a rajouté, y compris numérique, pour bien asseoir le fait que les versions dématérialisées sont aussi concernées, puisque en fait, dans la version 2006, on parle de signes, signaux, images. Alors, je ne le connais pas par cœur, mais voilà. Et on ne mentionne pas des secteurs d'édition spécifiques. Donc, ça pouvait être, même si pour les juristes, ça ne portait pas à confusion, pour les studios et les éditeurs, ça pouvait l'être. Donc, c'est pour ça qu'on s'est doté d'une loi. Tout ça pour répondre clairement à la question, dire en théorie, vous pouvez le faire, on n'ira pas, vous le réclamez si vous ne le faites pas. Voilà, mais on accueillera, on accueillera les titres si vous êtes d'accord pour le faire. Et là, je parle du dématérialisé. Pour les supports, c'est déjà le cas. Donc, il y a pas mal de questions qui s'enchaînent dans le chat. Il y a François qui avait juste levé la main. Est-ce que François, c'était la question que tu avais? Parce que je vois plus ta main levée. Mais sinon, je te laisse prendre la parole pour poser ta question. Je l'ai posé juste après, mais merci du coup. Bonjour, merci pour la présentation. Il y a quelque chose qui a été évoqué en cours de présentation du coup sur le fait de centraliser tout ça, parce que ça peut représenter, enfin, que ce soit dans les pratiques, les usages, même s'il y a des outils qui seront à disposition d'expérience, on sait que ça peut avoir des frictions selon la taille des productions, le temps qu'il y aura à consacrer à ça, la façon dont ça sera intégré au pipe de déploiement et de développement. Le sujet d'acteur centralisateur de tout ça a été mandataire, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, mandataire, pardon. Au niveau du son a été évoqué, par exemple, sur le jeu vidéo, vous évoquiez, il me semble, le fait qu'elle avait déjà potentiellement identifié. Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des noms qu'on connaît? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut évoquer là ensemble ou pas du tout? Parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe au niveau du son, par exemple. Au niveau du son, il y a un intermédiaire agrégateur qui s'appelle Kantar, donc qui assure pour les labels la centralisation et des métadonnées et des fichiers sonores pour les diffuser sur différentes plateformes. Donc, après, ils vont pousser vers Apple Music, Spotify, Deezer, voilà, etc. Enfin, il y en a d'autres, Qobuz. Et donc, quand on a identifié cet acteur, on s'en est rapproché. Et voilà, c'est Kantar qui va assurer le dépôt légal à la place des labels. Donc, pour pouvoir faire ça et être conforme à la loi, on a rajouté dans le décret clairement cette faculté. Et donc, on est dans l'univers du jeu vidéo, il y a ce type d'opérateur. Alors, il est moins central que Kantar qui
qui voilà, Kantar balaye quand même, je vous ai dit, des labels importants, donc toute une partie importante justement de la production phonographique. Mais mais il y a des acteurs de cet acabit. Mais là, pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler. Mais voilà, c'est une piste intéressante. Merci. Il y avait une question ensuite de Elias qui remercie pour la présentation, qui disait en ce qui concerne le fait de récupérer une build du jeu via un code Steam, donc la piste que vous évoquiez pour éviter les builds sans DRM, vous y aurez quand même accès si l'application n'est plus disponible sur Steam. Enfin, la question c'est ça, est-ce que vous y aurez quand même accès même si l'application devient indisponible sur la plateforme Steam? Oui. Mais sinon, on sera si on n'arrive pas à le faire, on sera obligé de vous demander la version sans DRM. Ouais, vous allez extraire la build de la plateforme en fait. Oui. En fait, la BNF a une autorisation qui lui permet de faire des copies sans DRM. Donc voilà. C'est ce qui nous permet, par exemple, de dématérialiser des jeux sur support, parce que en fait, les supports, quand ils deviennent anciens, alors ça prend du temps et voilà, on met beaucoup de temps pour le faire, et puis il faut être en mesure d'être capable de le faire. Mais là, voilà, ce que font tous ceux qui font du rétro gaming, voilà, pour les jeux anciens. Je pense par exemple à des jeux sur CD ou des jeux sur disquette qui avaient des mesures de protection sur le support lui-même. Voilà, c'est légal pour nous de faire des copies pour retirer des... Donc, alors, je voudrais revenir juste un point sur les délais. Alors, c'est vrai que le dépôt légal doit être fait dans les 30 jours après, à partir du moment où c'est la version actuelle. Donc, dans les 30 jours après la parution, après la publication. On a conscience que les premières semaines sont les semaines durant lesquelles l'exploitation commerciale et les risques de piratage sont les plus importants. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille au fait d'avoir vous offrir des marges de manœuvre, justement, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est des choses qui sont en discussion, donc c'est trop tôt pour l'affirmer. Mais nous, on serait favorable au fait d'offrir un délai voilà, qui permette de passer cette période risquée pour le piratage de l'exploitation commerciale. Voilà, et puis voilà, pour limiter les risques. Alors après, ça peut être un peu antinomique par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je disais que ça serait important de l'inclure dans le processus de production, donc finalement de le faire dans la foulée. Donc bon, voilà, c'est une chose qui... Ouais, ce serait une belle protection quand même. Et du coup, je vais passer d'abord à la question de Damien qui était dans le chat et qui en fait fait un peu écho à cette dernière précision, Laurent. Damien demandait comment ça se passe pour les jeux qui sortent en early access. Est-on censé déposer tout de suite ou doit-on attendre la sortie définitive? Et surtout, quid des mises à jour gratuites qui peuvent suivre? En fait, quel état du jeu faut-il prendre en compte? Oui, j'ai pas fait de diapositive sur la question. C'est une bonne question. Là, nous, en tant que bibliothécaire, on a la notion d'édition. Donc après, c'est compliqué. Donc pour nous, même l'early access est déjà une édition. Après, on ne tient pas à avoir toutes les versions, parce que parfois, il y a plusieurs mises à jour qui sont faites par jour. Donc voilà, ça n'aurait pas de sens. Enfin, on n'aurait même pas peut-être les capacités de stockage et la bande passante pour nous permettre de faire ça. Donc là, on s'achemine. Alors, du coup, ça m'invite à vous faire entrer aussi dans les arcanes de la mise en œuvre du décret. Donc, le décret va prévoir que nous puissions éditer des arrêtés ministériels qui apportent des précisions techniques.
ça a pas de sens de faire un décret avec des précisions techniques qui n'ont plus de sens, enfin, qui sont dépassées, obsolètes, pardon, dans même peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc toutes les précisions techniques et puis les procédures seront dans des arrêtés. Donc, qui nous permettront justement de préciser, les modalités. Donc là, en disant ça, j'ai perdu le fil de la question initiale qui était les DLC. Et on s'achemine vers le fait d'avoir une version par an. Voilà, maximum. Nous sommes raisonnables. Alors d'un point de vue documentaire, évidemment, on perdra des choses, mais on pense plus raisonnable de s'acheminer vers ce rythme-là. Alors, il y avait une autre question qui était de Dina. Je n'ai pas pu accéder au début de la réunion. Est-ce que vous pouvez rappeler les bases légales de l'actualité? Donc, j'imagine que c'est la base légale au niveau du décret qu'on évoque aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, il y a le dépôt légal s'enrichit au fur et à mesure. Il y a eu 92, le dépôt légal multimédia qui comprend le jeu vidéo sur support. La loi d'AFSID 2006 qui étendait à tout ce qui était en ligne, mais qui avait des imprécisions. Et 2021, donc 30 décembre 2021, la loi d'Arcos qui reprend tous les secteurs de l'édition, hein, donc un par un, dont le multimédia et donc dont les jeux vidéo, et pour clairement y inclure les versions numériques, donc dématérialisées. Et ce sur quoi nous travaillons actuellement avec le SNJV, le CEL, les organisations professionnelles et puis voilà, le ministère et enfin toutes les parties prenantes, c'est l'élaboration d'un décret d'application qui permette de cadrer, voilà, et qui fasse en sorte, c'est tout l'objet aussi de nos échanges, c'est pour ça que c'est très important qu'on échange maintenant, qu'on fasse en sorte que ce qui soit dans le décret soit applicable, voilà, et puisse être mis en œuvre. Alors, je vois, il y avait une autre question de Florent qui disait deux petites questions. Quid des jeux Game Jam disponibles gratuitement sur itch.io, donc des jeux qui sont développés très vite, souvent plutôt techniques, et qui sont mis face à un public en ligne, mais pas commercialisés en soi, puisqu'ils sont gratuits. Et ensuite, quel risque encouru de ne pas avoir fait le dépôt légal, une fois qu'il est obligatoire en 2026? Alors, parlons des Game Jam. Les Game Jam, on les prend déjà. Hein, souvent, on a des accords avec les Game Jam pour récupérer les jeux. C'est quelque chose que nous récupérons déjà. Et les contenus gratuits, on cherche à les récupérer nous-mêmes. Hein, donc, voilà. Donc, quand c'est possible. Donc, c'est vrai qu'il y a tout ce travail de veille documentaire que nous faisons aussi. Alors évidemment, on vous invite à venir vers nous par vous-même, hein, sans qu'on ait besoin de vous solliciter. Mais voilà, on fait aussi ce travail de veille et on vient vers vous quand le dépôt légal n'a pas été fait. Et voilà, tout ce qui est sur itch.io, il y a des choses qui sont récupérables, téléchargeables. Donc à ce moment-là, on le fait, effectivement. Alors après, la sanction. Alors je tiens à dire que on ne veut pas en arriver là. Hein, donc, parce qu'elle est lourde. C'est 75 000 € par titre non déposé. Voilà. Donc c'est très très lourd. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'on n'en arrive pas là. Donc, j'imagine, je dis ça pour aussi rassurer, j'imagine qu'en cas de difficulté, comme tu évoquais tout à l'heure Laurent, où parfois c'est compliqué sur les premières semaines où l'équipe de production est déjà sur un autre projet, dans ce cas-là, il y a la possibilité quand même de rentrer dans un dialogue avec vos équipes et d'essayer de mettre une solution intelligente en place pour les deux parties. Mais bien entendu, c'est pas du tout l'idée. Hein. Si on devait en arriver là, c'est qu'on aurait usé de tous les moyens auparavant, de dialogue, d'échange, de relance,
de mise en demeure. Après, il y a l'arsenal juridique qui se met en route. Voilà, lettre de mise en demeure, ça prendrait des années, hein, mais on ne s'interdit pas de le faire, hein, et j'espère qu'on n'en fera pas, mais on le fera avec les éditeurs et les studios qui manifestement seront de mauvaise foi et ne joueront pas le jeu. Voilà. Mais voilà, auparavant, on cherche à être dans le dialogue et l'échange avec vous. Enfin, c'est vraiment la démarche dans laquelle nous sommes là actuellement, hein. Je tiens à vous rassurer, au 1er janvier, on ne va pas envoyer des lettres vraiment, soyez rassurés voilà, de mise en demeure dans les semaines suivantes, hein. On a eu 2 autres questions. Alors, une qui est vraiment intéressante, qui parle justement de l'aspect en ligne que tu évoquais pendant la présentation. Comment sont traités les jeux qui ne sont jouables qu'avec une connexion Internet, donc vraiment jouables qu'avec Internet, ou qui nécessitent le téléchargement de ressources additionnelles après avoir suffisamment avancé dans le jeu, ce qui est assez courant dans le jeu mobile. Tu sais, si jamais tu as débloqué le niveau 4, tu télécharges les ressources à partir de ce moment-là pour le niveau 5 à 12. Comment vous gérez ça Alors, ça, on va le gérer. En fait, il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué, mais en fait, le nouveau décret a introduit la notion de sélectivité. Justement pour nous permettre de ne pas faire entrer dans les collections des titres, et là, en l'occurrence, ce type de jeu, qui manifestement ne seront pas préservables. Voilà. Donc ça, on les mettra dans les arrêtés pour clairement les identifier. En revanche, ce qu'on demandera, c'est justement le matériel d'accompagnement. Ce qui nous intéresse, c'est garder une trace de l'existence de ces jeux, en tout cas pour les plus emblématiques. Et donc, on demandera des documents d'accompagnement. Il y a tout un matériau qui existe par ailleurs, hein. Vous savez, on fait aussi la collecte ça c'est très important pour nos chercheurs, hein, pour comprendre aussi les jeux. Ils l'utilisent beaucoup, de toutes ces vidéos qui sont faites sur Internet, hein, donc toutes les parties jouées qu'on retrouve, les displays, etc. Voilà, tout ce qu'on peut retrouver sur YouTube et autres sont des choses qu'on cherche à capter, mais il y a des choses qu'on n'a pas forcément, et donc voilà, on demandera à ce moment-là le matériel d'accompagnement pour au moins documenter cette partie-là. Et alors après, il y a 2 questions qui sont complémentaires l'une et l'autre. Alors, ça vraiment côté studio, ça va être un enjeu important pour nos adhérents studio. Comment savoir en tant que studio si mon éditeur a répondu à cette obligation? Voilà, parce que l'éditeur aussi peut pas toujours être très clair une fois le jeu sorti et en cours, ou dans les premières semaines, par exemple, surtout si jamais il y a une date vraiment ferme à laquelle il faut que le dépôt légal soit fait. Donc, comment je peux savoir en tant que studio que ça a bien été fait? Et il y avait une question pour compléter de Christian. Et les distributeurs doivent-ils déposer leur catalogue en général, ou est-ce la responsabilité unique de l'éditeur ou du studio pour le titre en particulier qu'on sort? Alors, on a réfléchi à cette question, hein, des distributeurs qui ont été exclus du dispositif du dépôt légal. Plein de raisons juridiques, voilà, et liées notamment à des notions de territorialité qui nous viennent de la Communauté européenne. Alors, comment savoir si je suis concerné par le dépôt légal en tant que studio de développement? Celui qui, de prime abord, concerné, c'est l'éditeur. C'est à lui de faire le dépôt. C'était surtout comment savoir s'il l'a fait, en fait. Comment savoir… s'il ne l'a pas fait, comment ça va se passer? C'est s'il y a un éditeur sur le territoire qui est éligible, on ne va pas se tourner vers le studio, on va se tourner vers lui. D'accord? Donc, voilà. Mais donc dans le cas où il n'y a pas d'éditeur, où il n'y a pas de représentation de cet éditeur sur le territoire national à ce moment-là, qui serait considéré comme un importateur, à ce moment-là, on va se tourner vers le studio. Alors,
En fait, comment vous pouvez le savoir? Eh bien, vous pouvez le savoir justement avec tous les outils. Il y a des API d'ailleurs sur ces outils-là, si vous avez envie de développer un système qui vous permette de le savoir automatiquement. Il y a Nouveauté Éditeur, donc systématiquement est publié sur Nouveauté Éditeur tout ce qui est déposé au dépôt légal, donc vous pouvez le savoir par ce truchement-là. Et puis il y a le catalogue. Voilà, si vous voulez être proactif, ce qui est très bien, je vous en remercie. Voilà, c'est la manière de faire. C'est pour ça que, vous voyez, il va d'abord y avoir cette strate. Généralement, vous le savez, si votre éditeur est un éditeur français, en tout cas avec une filiale française ou pas. Donc, si ce n'est pas le cas, vous savez donc que vous devez déposer. Et de toute manière, on se tournera vers vous que dans ce cas-là. Parce que s'il y a un éditeur, c'est vers lui qu'on se tournera. Du coup, j'imagine que ça fait le lien aussi avec vraiment la notion de catalogue ou de responsabilité unique de l'éditeur ou du studio. Du coup, le catalogue, si un éditeur a son catalogue, s'il a une filiale en France ou s'il oui. Lui, il va devoir de toute façon déposer son catalogue parce que tous les jeux vont être concernés et il va être le prime, on va dire, il va être l'acteur que vous allez contacter en priorité. Voilà. Donc, finalement, voilà. Si votre éditeur est français, vous savez en tant que studio que ça vous concerne, ou qu'il a une filiale française, que ça vous concerne pas directement, enfin que vous ne devriez pas normalement être contacté directement pour ce dépôt légal. Alors après, ça peut être un accord avec votre éditeur. C'est dans les arcanes de vos relations avec vos éditeurs. Idéalement, c'est que les gros éditeurs, c'est pas très compliqué pour eux. C'est sûr que c'est plus simple. Alors, je crois qu'on arrive au bout des questions qui avaient été posées dans le chat. Est-ce qu'il y a des dernières questions qui vous viennent suite à la présentation, suite aux précisions qui ont été faites depuis le début du Q&A? Bien sûr, n'hésitez pas à prendre la parole ou à écrire dans le chat. Et si vous avez des questions qui vous viennent après, voilà, des doutes des demandes de précision, je pense qu'on peut donner, on a une adresse générique qui est dépôt légal multimédia @bnf.fr. Donc, je pense que vous pourrez la diffuser. Et voilà, on répond à toutes les questions. On est prêt à faire des échanges directs en visio. On vous accueille à la BNF pour faire des rencontres. Voilà, pour vous vraiment vous apporter toutes les précisions dont vous pourriez avoir besoin. On est vraiment à votre disposition pour ça. Il n'y a pas de souci. Et cette adresse, bien sûr, sera mise donc dans le mail de retour quand vous êtes inscrit, mais je pense qu'on pourra la mettre aussi, Laurent, tu me diras, mais même dans la description du replay du webinaire une fois qu'il sera en ligne. Oui, j'aurais dû y penser avant, mais ce sera possible. Et du coup, il y a une question qui a été posée par Alexandre. Question un peu annexe. Quelle politique pour les jeux pré-2025 et pour notamment les dispositifs et consoles obsolètes? C'est-à-dire Je suis pas sûr si tu veux préciser Alexandre. Quelle politique pour les jeux pré-2025? Alors, je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les jeux qui sont antérieurs qui seront antérieurs, alors si la promulgation est au 1er janvier par exemple 2026, qui est ce que nous avons prévu, donc la loi s'appliquera après à partir du 1er janvier 2026. Donc de toute manière, tous les jeux qui sont sur support doivent être déposés à la BNF. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les jeux qui sont dématérialisés sont sur une ligne de crête. Donc, on ira, si vous voulez les déposer, vous pouvez le faire, mais on n'ira pas vous les réclamer. Alors, il disait, je pense à c'est la date de publication qui compte, si c'est la question, en fait. Alors, Alexandre précisait en disant, je pense à des jeux-services dont l'exploitation est fermée, le rétro gaming, etc. Quelle politique de préservation en somme? Mais c'était plus hors, il disait c'est un peu hors de la réglementation. La politique actuelle de préservation. On essaye de faire en sorte. Le moyen de consultation privilégié, nous, c'est à terme, parce que on ne sait pas le faire pour tout, c'est l'émulation. Donc,
Donc on sait bien émuler évidemment des PC, on sait bien émuler certaines consoles, voilà. Mais on utilise des émulateurs existants, hein, on en a développé. On a développé un émulateur pour le TO7, mais ça vous parle peut-être pas. Voilà, c'est une machine des années 80. Donc voilà. Et après, tous les jeux pour lesquels on n'aurait pas tous les assets pour les jouer sans connexion Internet deviennent obsolètes. Donc c'est vrai que on sait que y a toute une partie des collections qui ne seront pas jouables en fait, hein. Alors il y a quand même beaucoup de jeux qui ont deux pendants, hein. Voilà, un mode histoire, on va dire, voilà, où on n'a pas forcément besoin d'une connexion Internet, et puis un mode multijoueur là pour lequel en fait non, c'est pas notre mission de récupérer les serveurs et voilà, ou de recréer comme on peut faire voilà, des serveurs Minecraft, ou voilà, recréer des environnements pour recréer tout l'écosystème avec le serveur et les postes pour recréer cette voilà. Alors, je dis c'est pas notre mission. On peut être amené à le faire si voilà, il y a un intérêt avec des chercheurs. Nous, notre public, c'est principalement les chercheurs, hein. Ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est de dire pour vos. Alors, je sais pas si c'est rassurant. Pour nous, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, mais on a 300 consultations par an, hein. Donc ça fait voilà, ça fait. Donc et pas que sur le jeu vidéo. Donc sur les collections multimédia. En général. Donc, la collection multimédia, c'est environ 22 000 jeux, un petit peu plus tous les ans, et on a un peu plus de 100 000 documents en tout. Donc, voilà. Donc, alors, peut-être les jeux vidéo, parce qu'on a beaucoup de contacts, il y a de plus en plus de recherches qui sont faites sur les jeux vidéo, donc voilà, c'est une communication sur 3, voilà, quelque chose dans ce genre-là. Donc, vous voyez, c'est très, 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 très faible. Parce qu'en fait, souvent, les chercheurs en jeux vidéo n'ont pas besoin de nous. Ils auront besoin de nous dans 20 ans, parce que voilà, il y aura des choses qui ne se retrouveront plus. Mais là, aujourd'hui, ils utilisent ce qu'ils trouvent sur Internet, ce qui est illégal, hein, mais voilà. Et comme tu le précisais aussi, peut-être que pour ces jeux, si jamais vraiment c'est pas conservable, peut-être les vidéos de gameplay trailer, enfin les gameplay trailers ou les vidéos de gameplay, là, dans ce cas-là, pourront servir pour montrer quel était le jeu et quelle était la philosophie, la volonté derrière. Absolument, on est très friand, je pourrais dire, de toutes les parties jouées qu'on trouve en vidéo, parce que un certain nombre de chercheurs ont souvent besoin que de ce matériel-là. Mais on a aussi des chercheurs qui étudient le gameplay, donc là, ils ont aussi besoin. De toute manière, on ne peut pas savoir. On a interrogé les chercheurs, justement, on se serait posé toutes ces questions, hein, finalement. Est-ce utile de récupérer tout ce matériau si on pourrait éventuellement documenter autrement? C'est une vraie question. Et la communauté des chercheurs ne peut pas se positionner. Ils peuvent parler de leurs propres recherches, mais ils ne peuvent pas se positionner sur les recherches qui seront faites dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et d'ailleurs, du reste, on voit bien, c'est très étonnant, hein, les pistes de recherche qui peuvent être faites. Et donc, voilà, on peut pas. C'est très compliqué de se projeter, donc il faut qu'on reste agnostique sur cette question-là. Et pas penser, nous sommes bibliothécaires, nous ne sommes pas chercheurs, donc on ne pense pas à leur place. Il y avait une dernière question, mais qui est une question opérationnelle. Est-ce qu'on diffusera le PowerPoint? Oui. Voilà. Si jamais le PowerPoint vu qu'il n'y a pas d'informations sensibles, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on vous le met sur un drive partagé et on vous met le lien, donc comme je disais, donc dans la description de la vidéo aussi au moment du replay. Donc vous avez le contact, l'adresse mail de contact pour poser des questions si jamais le visionnage vous crée la moindre interrogation, et bien sûr les slides, le lien vers les slides en dessous pour que vous puissiez même le mettre en podcast avec les slides à côté. Enfin voilà, on essaie de faire en sorte que l'écoute ou le suivi soit le plus agréable possible pour vous a posteriori. Voilà, j'espère avoir, il est midi, je vois, j'espère avoir pu répondre à toutes vos questions. Et encore une fois, je rouvre la porte pour vous dire, vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous. C'est très important aussi qu'on ne peut pas accompagner tout le monde. On essaye de vous accompagner, hein, on essaye d'avoir vraiment une relation privilégiée avec vous.
vous aider dans vos démarches. Et d'ailleurs, du reste, on est aussi preneur de suggestions. Hein. Voilà, dire pourquoi vous ne faites pas ça, si vous avez des suggestions techniques auxquelles on n'aurait pas pensé. On est tout à fait ouvert à les partager avec vous. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Laurent pour la présentation et pour toutes les réponses. Je vois beaucoup de gens qui remercient, donc je pense que ça lève quand même pas mal d'interrogations qui avaient pu être créées par le sujet et par le décret. Donc voilà, merci tout le monde d'avoir participé, merci pour votre temps ce matin. Comme je disais, on va vous envoyer le replay dès que possible avec toutes les informations discutées, notamment mail et les slides. Donc voilà, et puis n'hésitez pas, si jamais vous avez la moindre question, à nous contacter aussi au SNJV, si jamais on peut vous aider sur un point, ou à contacter l'adresse qu'on va vous mettre en retour de ce webinaire. Très bonne journée à toutes et tous, et merci d'avoir suivi. Merci, portez-vous bien, et bonne journée.